Bonsoir, désolé pour le retard, j'ai eu problème technique sur problème technique. J'espère que vous allez bien. Je m'en remonte un peu. Hop là. Est-ce qu'on m'entend bien? Tout est bon? Pas de soucis sur le son? Très très bien. Bien, bienvenue dans ce live des nouveautés d'avril. Et du coup, j'ai oublié de faire mon carton pour le bandeau. Vous m'excuserez. Tu m'excuseras, notre cher CM. Je vais quand même te faire ton visuel. Pour les réseaux sociaux, on rajoutera en post-prod le bandeau. Du coup, voilà. Ouais, c'est mieux. Oula, j'ai un truc qui est tombé. Je me place au centre. Ça va, c'est un PNG à rajouter le bandeau. Du coup, commençons par quelques news, enfin des news qui vous avez déjà entendu parler, mais je crois qu'il y a eu des dates qui sont sorties ou autres. Alors tout d'abord, il y a concernant l'animé de Ma Happy Mariage, est-ce qu'il est en pause ou pas? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des infos, on n'a pas d'infos, parce que il manque les épisodes 12 et 13. Normalement, je crois que le dernier épisode est sorti le 31 mars au Japon. Enfin, le 12e épisode est sorti le 31 mars au Japon et le 13e sort le 9, donc demain, au Japon, mais il n'y a pas encore de date pour le reste du monde. Du coup, voilà. Ensuite, bon, il y a toujours la saison 3 de Spy qui avait été annoncée, mais maintenant on a une date plus précise qui est octobre 2025, pour ceux qui l'attendent avec le beau visuel. Et aussi la saison 2 de Demon Slave qui est prévue pour 2026. Et un revenant qui arrive sur ADN, et ça fait plaisir parce qu'il avait disparu un petit peu, et il faut aller le regarder. C'est l'animé de Solitaire qui arrive sur ADN du coup le 11 avril en VF et en VO. Donc voilà, si vous voulez regarder l'animé de Solitaire, allez chez un ami d'ADN. Et là-dessus, on va pouvoir commencer ce live nouveauté. On va enchaîner. Je voyais qu'il y avait des commentaires qui disaient si j'avais tant de minutes de retard, ça voulait dire tant de minutes en plus de live. On va essayer de les faire mentir. Je regardais vos commentaires pendant que je suis en train de galérer sur mon son et ma vidéo. J'ai galéré parce qu'en fait, je n'avais plus la caméra, je n'avais plus de vidéo. Du coup, j'aurais eu un écran noir et bon, j'ai trouvé la solution. Mais voilà. Du coup, première nouveauté. On démarre avec... on verra peut-être 50 minutes d'arabe. La première nouveauté, c'est My Omiro tome 23. On parlera de ça plus tard, Joy Polo. J'en parlerai à la fin du live. D'ailleurs, je profite pour envoyer un petit message parce qu'il me manquait une information. Pardon. Discutez entre vous, je reviens tout de suite. Voilà, je suis là. Du coup, le tome 23 de My Omiro, une super série de thriller qui est très attendue, et du coup, on a pour habitude de pas lire, enfin de pas vous donner de résumé, on lit juste la phrase qui est en C4 de couverture, en quatrième de couverture, pardon, je suis un peu fatigué, et qui est cette fois-ci, j'ai finalement encore le droit d'être heureux. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit résumé du tome 1, pour quand même vous dire quelque chose par rapport à ce magnifique manga qui est My Omiro. Donc on suit Tetsuo Tosu, un père de famille passionné de romans policiers qui découvre que sa fille est victime de violences de la part de son petit ami, qui est un membre de gang, un membre de la mafia. Pour la protéger, il le tue, c'est un peu plus compliqué, mais en voulant enquêter, parce qu'il est fan de romans policiers, il va prendre la filature, il va rentrer dans l'appartement, il va se cacher, il va être découvert, et en étant découvert, il va avoir un accident et il va tuer ce petit ami. Donc pris de panique, il décide de dissimuler le meurtre, évidemment en se prenant dans un roman policier, et commence alors une course-poursuite contre la montre
une course contre la montre, où ce père ordinaire doit utiliser son intelligence et son sang-froid pour échapper à la mafia, tout en préservant l'unité de sa famille. Donc voilà pour Mayomiro tome 23. Je vous montre les petits visuels intérieurs. Et voilà pour Mayomiro tome 23. On passe du coup à la deuxième nouveauté qui n'est pas pour notre audience, pas pour les plus jeunes. Demon Slave, tome 16. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Beaucoup de choses que je ne pourrais pas montrer à la caméra déjà. Donc dans ce tome, on va se situer juste après la victoire contre les Yarajin, contre l'attaque des deux nouveaux Yarajin. Donc grâce à l'intervention de Belle, qu'ils ont pu libérer de sa prison dimensionnelle où elle était enfermée dans le tome début du tome 15 ou fin du tome 14, je ne sais plus. Et du coup, on commence évidemment le tome avec une scène de récompense de la part de Belle et Kyoka pour bon service rendu de la part de Yuki. Mais désormais, Yuki se retrouve avec donc deux piliers Yarajin, les deux piliers qui ont vaincu à la fin du tome précédent, en plus de Kosetsu, qui était la nana qui avait absorbé les deux amis de sa sœur qui se retrouvent dans son esprit. Donc tout ce beau monde vont pouvoir lui jouer bien des tours, comme sous le même exemple que Kosetsu, mais on se demande quand même où est-ce que tout ça va bien mener, parce que c'est un but quand même qui se retrouve avec les esprits des Yarajin. Est-ce que ça va lui donner des pouvoirs? On ne sait pas trop. On va voir où est-ce que cela va. On observe également un certain rapprochement entre Kyoka et Yuki, j'en dirai pas plus, vous verrez, il y a une petite scène qui est très drôle. Et à la suite du dernier combat, donc Varvara, qui est la fan incontestée de Kyoka, même son pouvoir, elle invoque une sorte d'église où il y a une statue de Kyoka. Ça va l'avoir, et c'était aussi en partie pour ça qu'ils ont pu gagner le combat contre les Yarajin. Il semblerait que son pouvoir diminue, du coup Kyoka va proposer qu'elle s'entraîne avec Yuki. S'ensuit ce qui s'ensuira. Et du côté politique, les esprits s'échauffent avec l'élection de la nouvelle commandante qui arrive. Et donc Ren Yamashiro, qui est la commandante actuelle, qui est complètement OP, est de plus en plus intrigué par le comportement un peu mystérieux de Tenka, qui a un peu changé de comportement, qui ignore Yuki, on ne sait pas trop ce qui se trame. Enfin, on va savoir, mais je reste dans le non-spoil. Et aussi, tandis que Kyoka reste sur ses gardes concernant cette élection qu'elle souhaite gagner. Et donc voilà pour Demon Slave tome 16. Ah, j'ai oublié... j'ai oublié quoi? J'ai oublié de dire, oui, toutes ces sorties sont évidemment disponibles jeudi prochain, le 10 avril. Donc voilà. Voilà. Et oui, et aujourd'hui, ce n'est pas le jeudi, c'est le mardi. Parfois, c'était notre ancien format. Avant, on le faisait mardi, on était passé au jeudi, le jour de l'office. Mais là, pour des raisons personnelles, on le fait mardi. Oui, je lis les messages de temps en temps, désolé. Donc, comme je suis tout seul à changer les trucs, les cartons et à lire les commentaires, j'essaie de quand même de voir un peu, parce que ce qui est intéressant dans les lives, c'est de pouvoir lire et tout. Mais parfois, malheureusement, je n'ai pas le temps. Comme je suis à la régie en même temps. Du coup, les visuels intérieurs que vous voyez parfois sur les réseaux sociaux et vous voyez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir aussi lors des Kuro Fan Tour, m'a gentiment sélectionné. Elle a parcouru un champ de mine pour pouvoir me montrer les visuels que je pouvais montrer sur Twitch. Merci Evan. Tac. Vous pouvez... L'entraînement de Varvara avec Yuki.
Tenka qui fantasme. Voilà. Du coup, voilà pour Demon Slave tome 16. Et oui, Demon Slave, je vois qu'il est très beau visuel. Demon Slave a de beaux dessins. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Disons, la prochaine nouveauté de ce mois-ci, et pas des moindres, on a parlé d'une news concernant son animé en début d'émission, c'est Solitaire, édition perfecte, tome 10, avec toujours ces très belles couvertures. Du coup, dans ce tome, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est toujours la panique au château de Baba Yaga. Death the Kid se fait enlever en plein milieu de l'opération visant à terrasser Arachné par un mystérieux individu répondant au nom de Noah. L'affrontement entre Blackstar et Mifune atteint son climax. L'héritier du tristement célèbre clan astral parviendra-t-il à vaincre ses propres démons? L'impression de perdre ma voix, excusez-moi. La folie continue de se répandre au sein du château et les élèves de Shibuzen tombent comme des mouches. Maka et sa longueur d'âme anti-démon parviendra-t-elle à venir à bout d'Arachné avant qu'il ne soit trop tard? Et donc, Solitaire qui rejoint donc nos belles éditions comme celle d'Efema, l'édition perfecte. D'abord, je montre encore, toujours avec ce contraste du brillant et du mat. Vous voyez, et toujours derrière la quatrième de coup avec cet effet d'âme et de squelette. Et maintenant, les petits visuels, je vous rappelle que dans les éditions perfectes, il y a une meilleure qualité de papier, meilleure qualité de visuel, et il y a surtout de nouveaux visuels couleurs. Regardez-moi ça. C'est beau. Et le dernier visuel. Et voilà pour le tome 10 de l'édition perfecte de Solitaire. Je rappelle que cette édition sera en 17 tomes. C'était 18 pour FMA et 17 pour Solitaire. La suite. Ah, c'est un dernier tome pour une nouveauté qui était sortie l'an dernier. C'est du coup le dernier tome de Skeleton Double, le cinquième tome qui est ici. Malheureusement, il sera arrêté plus tôt que prévu. Donc, un tome assez épais qui regroupe les derniers chapitres. Du coup, dans ce tome, la CIAS veut renforcer son potentiel en étudiant les facultés, pardon. Il ne cherche pas à recruter des étudiants. Veut renforcer son potentiel en étudiant les facultés des eaux à l'aide de Yodomi. Pendant ce temps, la compagnie des JGS, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, à chaque fois que j'ai un titre et qu'il y a un nom, je l'imagine de certaine façon dans ma tête, mais à chaque fois que je me retrouve là, je ne sais jamais si je le prononce du coup de la bonne façon. Donc la compagnie des JGS se livre à des tueries de masse. La CIS ne parvient pas à mettre fin au massacre aux quatre coins du pays. Toutefois, la clé qui permettrait de découvrir le but et les méthodes des émissaires JGS pourrait se trouver dans le passé de Shoko Yoroi Bata. Les combats entre Skeleton prennent également une nouvelle ampleur. Donc quelle sera la réponse de Yodomi face à cette situation? Donc dernier tome pour Skeleton Double. Hop là. Les visuels. Combien de pages du coup? On en est à, si je regarde à la fin, 287, 288.
vais vous montrer à la caméra la taille du tome. Je sais pas si on réalise. Attendez. Si je prends un tome de... Qu'est-ce que j'ai derrière? Une taille normale. Tome d'hypo. Je sais pas si on voit. Différence d'épaisseur. Voilà, c'est un beau petit pavé. Hop. Voilà. Donc, un tome avec beaucoup de contenu pour un dernier tome. Et du coup, on dit au revoir. C'est le dernier tome de Skeleton Double. Alors. Non, c'est lequel que je dois faire là? Ah voilà. Eh ben j'ai oublié. Je l'ai oublié. Non, il est là, c'est bon. Et je l'ai oublié pour une bonne raison. Du coup, la prochaine nouveauté, Ansel Sakamichi tome 7, qu'on n'a pas reçu au bureau du coup que je n'ai pas pu lire. Bon, après, je vous avoue que je les lis pas tous. Parfois, je fais comme je peux, parce que c'est pas mon activité principale de présenter les tomes à la base. Mais celui-là, du coup, en plus, j'ai vraiment pas pu le lire. Du coup, je n'ai pas grand-chose à dire, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Ansel Sakamichi, qui est un très bon manga de sport qui parle de vélo. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce tome 7? Et bah, il pédale encore. C'est tout ce que je peux vous dire, pour le coup, parce qu'on ne l'a pas reçu au bureau. Il sera bien sûr disponible en librairie jeudi, mais il y a un couac sur la distribution pour chez nous. Et on ne l'a pas reçu. Du coup, je n'ai pas pu préparer ni de visuel, ni de petits résumés à vous raconter pour ce tome 7. Mais il continue toujours à faire du vélo. Sakamichi. Tac. Et donc, on va passer à la suite. Et la suite, c'est normalement, si je reprends bien, parce qu'en fait, j'avais sauté quelque chose. Tac. Eh oui, haha. Eh ben, s'il arrête du vélo pour faire de la moto, j'aurais dit des bêtises, mais peut-être que c'est à la fin. Après, il y a 89 tomes au Japon où sur le sujet où il fait du vélo. Je pense que c'est pas tout de suite qu'il va commencer la moto. Du coup, la prochaine nouveauté, un spin-off, une très grosse série. Moi, quand je me réincarne en slime, Trinité tome 7. Ici, les spin-offs de slime, c'est toujours sympa pour avoir le contexte autour de la principale et le lore, surtout de personnages secondaires. Ce qui est le cas ici. Donc là, on se situe par rapport à le principal juste à la fin de Walpurgis. La guerre contre Clayman touche à sa fin. Donc on a proclamé l'abattu pendant le Walpurgis. Et donc, alors que les cadres Tempest, de Razani et de la capitale oubliée des dragons, qui est le territoire de Milim, se réunissent pour discuter de l'après-guerre, Claire, une émissaire de la Frubrosie, donc qui est le territoire de Frey, la harpie, leur apporte une nouvelle stupéfiante. Il va leur annoncer la chose qu'on avait appris dans l'œuvre principale lors du Walpurgis, que Calion et Frey ont décidé de renoncer à la statue de roi démon et de se ranger sous la direction de Milim. Mais en vérité, on sait que c'est plus pour un peu encadrer Milim, qui est certes très forte, mais très puérile, et pour lui apprendre le comportement d'un véritable roi démon. Et donc, par conséquent, les patries respectives de Phos, Stella et Neme fusionnent, ne font plus qu'une, sous la bannière de Milim. Et donc, le rôle confié à nos trois héroïnes va être bouleversé, parce qu'elles avaient chacun leur rôle par rapport à leur région, et elles vont se réunir sous la même bannière. Et ça va être plus aussi, vous verrez, mais je pense qu'elles vont plus avoir le rôle de liaison au sein de Tempest et de ces autres régions. Et donc, on va continuer à suivre leurs petites aventures. Elles sont envoyées dans une nouvelle mission dans ce tome que vous pouvez découvrir en le lisant. Voilà pour le tome de Slime, tome 7 de Moi quand je me réincarne en Slime, Trinité. Et où est-ce que mon écran? Voilà. Je vous montre les petits visuels intérieurs. On voit, elles reçoivent de nouvelles tenues. Il faut savoir qu'elles sont chacun dans un rôle différent. Fausse, donc qui est la lycanthrope, elle a rejoint la garde
de la ville de Tempest. Stella, si je dis pas de bêtises, c'est la dragonne. Elle a rejoint la team de la cuisine parce qu'elle veut cuisiner des bons petits plats pour Milim. Et Nemu, elle a rejoint l'équipe de Shuna pour apprendre comment dire, à coudre et à faire de belles tenues. Elle forme un trio assez sympathique. Donc voilà pour... merci Jelly Polo pour le commentaire sur Angoulême, ça fait plaisir, c'était très sympa de faire ces vidéos. La suite, j'arrête de regarder le chat, je perds mon fil à chaque fois. Et du coup, la prochaine nouveauté, c'est Kemono. Kemono Incident, tome 21. Très bonne série, trop sous-cotée Kemono. Avec toujours des très belles couvertures. Du coup, Kemono Incident, tome 21, qu'est-ce qui se passe? À la fin du tome 20, Kabane et sa petite troupe sont en route vers le Japon. Mais le voyage s'annonce compliqué. Pendant ce temps-là, Tsunamayo œuvre dans l'ombre pour tenter de contrer la première ministre Inari et son emprise sur les humains et les Kemono. Quand elle reçoit... faut que j'arrête de mettre des points où il n'y en a pas. Sur les humains et les Kemono, quand elle reçoit un message, un de leurs anciens compagnons a peut-être été retrouvé. Le clan des Tanuki de Shikoku-jiki envoie Shiki pour enquêter, accompagné de Tamaki, qui a bien grandi d'ailleurs, et d'un revenant férocement décidé à retrouver son ami. Car les Tanuki ont un plan, faire tomber ce gouvernement fantoche, et pour ça, chaque allié est précieux, d'autant que Kabane et Inugami sont toujours aux abonnés absents. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Kemono, c'est une très très bonne série. Au premier abord, on pourrait penser que c'est un peu plus enfantin, mais ça ne l'est pas. C'est pas parce que ce sont des enfants qui sont mis en scène que c'est forcément enfantin. Et là, les dernières couvertures des Kemono, là, depuis le tome 18, elles sont toujours très belles, mais là, je les trouve à chaque fois assez époustouflantes. J'avais beaucoup aimé celle du tome 20. Hop là. Et oui, déjà 21 tomes pour Kemono. Et voilà, pour Kemono, tome 21. Maintenant, la prochaine nouveauté qui se passe en France, Cocorico, chez nous. Sorti, tac, tac. On l'a sorti quand? On l'a sorti l'année dernière, je crois. Oui, on l'a sorti l'année dernière, mais à quelle période, je ne sais plus. Avant la Japan Expo, si je ne dis pas de bêtises. C'est le tome 4, avec une très belle couverture, le tome 4 des chroniques de la mariée de Bretagne avec Philippe, sacré Philippe, en couverture. Donc ça se passe en Bretagne. Alors, on pourrait débattre sur les limites de la Bretagne de cette époque. On ne lancera pas encore un combat de région. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce tome 4 de la mariée de Bretagne? Donc, la ville du Mans est secouée par un scandale à cause d'un trafic de farine frelatée. De la farine. C'est dans ce contexte tumultueux qu'arrivent André et Thomas. Thomas révèle à André la véritable identité de son défunt père, mais tous les deux doivent bientôt affronter Philippe, lancé à la poursuite de Bérengère. Alors que divers sentiments se croisent et s'entremêlent, l'arc du Mans atteint son point culminant. Du coup, c'est un manga qui a rejoint un peu notre catégorie historique. Bon, bien sûr, il y a de la fiction, comme dans Vinland et tout, mais c'est une lecture agréable. Il y a un petit côté cocorico parce que ça se passe nos régions du talent. Et il y a un dessin très agréable. Et la relation entre Thomas et André et eux, parce qu'André est une femme. Et on attend de voir un peu le développement et comment tout ça va se finir. Et notamment dans ce tome, on a quelques développements de ce côté-là. Voilà, j'en dirai pas plus. Et je vais vous montrer maintenant les visuels, ce qui vous intéresse réellement. Oui, comme sur Vinland avec Yukimura Sensei, Junji Takehara a fait un vrai travail de recherche concernant
la France et son histoire. Il faut savoir que vous avez donc des blasons. En fait, à cette époque médiévale, comment on reconnaissait les différents clans et tout, c'était à travers les blasons qu'on peut voir sur les boucliers, les tabards et autres. Et elle s'est vraiment. Enfin, on a des vraies reproductions assez fidèles de ces différents blasons, que vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si on peut les voir. Et qui sont bien ceux correspondant aux différentes familles, aux différents clans dont on parle dans le manga. Et voilà, Philippe, qui est quand même bien badass. Ouh là là, je crois que c'était un peu un... C'était trop rapide, ça. Je crois qu'on s'est trompé sur le visuel. Et hop. J'ai peur que ça soit un gros spoil, malheureusement. J'ai pas... Hop, on range. C'est fini pour le... pour le tome 4 des Chroniques de la Maille de Bretagne. J'ai eu un petit coup de chaud en ouvrant le visuel, du coup j'avais fermé tout de suite. Pardon, excusez-moi. Je vois que on en parle beaucoup dans le chat, donc la prochaine nouveauté, c'est Pokémon Violet, Écarlate et Violet, tome 2. Voilà. Le deuxième volet, du coup, du dernier arc de la dernière génération de Pokémon. Du coup, le combat contre les Pokémon dominants s'engage afin de récupérer un condiment rare appelé l'épice secrète. Pour ceux qui ont fait le jeu, ça va vous parler. Espérant activer les différents modes de la forme monture de Miraidon, Violet doit faire face à Craparoy, le dominant Roche-Falaise et Lestombail, parce qu'il n'y a pas deux ailes, Lestombel, le dominant Vaste-Ciel. Pendant ce temps, Écarlate parcourt les arènes de Paldea à la recherche d'informations sur les trésors du fléau. Donc voilà, le tome 2 qui sort. Je vois qu'il y a des gens qui disent trop hâte. Et parfait. Donc les mangas Pokémon sont toujours une bonne façon de compléter votre lore sur le monde de Pokémon. On apprend quand même pas mal de choses différentes en plus des jeux et de l'animé. Par exemple, est-ce que vous saviez, alors là je remonte à loin sur le premier manga Pokémon quand il est sorti, donc il y a la grande aventure avec Rouge, on apprend le prénom, et c'est le prénom officiel de Pikachu. Alors je crois que malheureusement sur les nouvelles éditions, la page n'est plus là, mais à la base on apprenait le prénom, véritable prénom de Pikachu. Est-ce que les gens savent quel était le prénom de Pikachu? Et c'était une vraie planche où il dit son prénom, qui est un prénom français en plus. Je ne sais pas si certaines personnes ont l'information. C'était pas mal, mais c'était Jean-Luc. Donc Pikachu s'appelle Jean-Luc. Voilà, c'est ça, Jean-Luc. Vous verrez, je vous laisse avec cette information pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà, ça change, hein. Il a pas vraiment une tête de Jean-Luc, hein, avec ses pika-pika Pikachu. Voilà pour les visuels. Hop. Et la petite couve en vrai très jolie, toujours avec des belles couleurs. C'est Jean-Luc. Pour moi, Jean-Luc. Si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas, peut-être que notre cher Sam, que tu pourras peut-être plus répondre à cette question que moi. Pour le coup, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était comme ça au Japon. Mais j'ai pas envie de. Je vais dire ça après, on va dire que je dis des dingueries. La prochaine nouveauté, alors celle-là, elle est attendue. Des dessins absolument magnifiques sur ce titre. Et là, on arrive. Je sais pas, il y a la couverture du tome 33 au Japon qui a été diffusée et c'est pépite. Et là, on arrive à un point culminant du manga. On l'attend, ce combat. On arrive. Et donc là, c'est le tome 31 de One Punch Man avec sa version collector. Sa version collector où ils sont en vacances en Grèce. Mais ça y ressemble, mais très belle couverture. Saitama en chemise pineapple, en chemise ananas.
Et du coup, après la couverture alternative, oui, mais la couverture de base, elle est très jolie avec King aussi. En plus, voilà, ça sent l'été. Là, on a les beaux jours en ce moment. Je crois qu'en plus, aujourd'hui, il a fait beau dans toute la France, donc c'est dans le thème. Le live va durer combien de temps? Normalement, j'espère pouvoir boucler en 20 minutes encore. Comme ça, je tiendrai, j'arriverai à faire taire les gens. Et comme ça, je rentre chez moi pas trop tard aussi. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce tome 31? Donc, le camp du bien est en mauvaise posture. Le camp des héros, l'association des monstres, est en train de prendre le dessus. Nos héros attendent désespérément de l'aide qui pourrait venir de King et son attaque secrète ultime. Bon, évidemment, on sait que King, malheureusement, à part être fort en jeu vidéo, il vaut pas grand-chose. Mais face au minéral naturel déviant, et oui, même votre bouteille, j'allais faire un mauvais jeu de mots, votre bouteille déviant peut vous tuer, mais donc son nom c'est Au minéral naturel déviant, qui est un des générales. Donc les Noisoïdes et l'empereur Vanupier, l'homme le plus fort du monde, pourra difficilement bluffer. Heureusement, Petit Empereur a un plan, mais sa mise en œuvre risque d'être un peu compliquée. Non loin, Bang est toujours aux prises avec Garo en pleine évolution. Là, on a un Garo, il est sur la tranche, mais on avait un visuel de lui dans le tome précédent. Il a vraiment de la gueule. On a un Garo en pleine évolution. Sa puissance nouvelle aura-t-elle raison du vétéran? Quant à Flashy Flash et Saitama, ils le retrouvent enfin à la surface, alors qu'ils étaient un peu perdus dans les souterrains. C'était un peu la touche humoristique, on va dire, du manga. Flashy Flash et Saitama qui sont un peu perdus, alors que c'est un peu une récurrence dans One Punch Man. Mais là, voilà, ils sont ressortis à la surface. Du coup, on sent que les choses sérieuses ont commencé. Et moi, je connais la suite un peu là. Et c'est assez fou au niveau dessin et histoire, ce qui se passe prochainement. Donc là c'est du bonbon, c'est du sucre, c'est du régal pour les yeux, les visuels de Murata. Ça, c'est du... Mon Genos qui à chaque fois est mal en point. Regardez-moi cette double planche, c'est pas beau? Genos, il se fait un peu à chaque fois démembrer, même s'il est très fort, hein, mais à chaque fois qu'il tombe sur un personnage un peu plus fort, il est un peu comme un... Il est en kit, Genos. Les fans de Genos vont me détester pour dire ce genre de choses. Et voilà, je vous parlais de Garo. Incroyable les dessins quand même. Donc, la jaquette normale. La jaquette collector. Et donc, c'est un collector. Du coup, il y a du contenu que j'ai là. Je sais pas si je reviens là-dessus. C'est mieux de le faire là. C'est peut-être mieux de le faire là. Ah, mais attendez, où est-ce que j'ai mis le standy? Eh bien, c'est un échec. Je l'avais là. Ah, c'est bon. Et oui, sous la jaquette, il y a parfois il y a des choses, même parfois il y a des jaquettes, quand vous les mettez les unes à côté des autres, il y a des... mais là, voilà, quand vous enlevez, là c'est clairement le cas. Quand vous enlevez les jaquettes et vous mettez vos tomes, les tomes des séries qui se suivent les uns à côté des autres, ça fait une grosse fresque ou un gros dessin. Pour certains tomes. Du coup, on a un petit standy acrylique avec notre ami Garo qui est ici, dans le tome collector. Et on associe, donc on a d'un côté un ex libris avec une superbe illustration. Donc vous pouvez le mettre des deux façons souhaitées. Voilà.
comme cartonné. Hein. Et ça se transforme en décor pour votre figurine acrylique. On l'applique comme ça. Il y a un petit espace où caler. Hop. Et hop là. Et voilà. Et c'est à mettre sur l'étagère. Pas bien? Et est-ce que je peux le mettre derrière? Oula, désolé, vous mon essai à frotter le micro. Hop. Comme ça, vous le verrez. Et voilà pour pour le tome 31 et son collector de One Punch Man. Et maintenant, on attaque la dernière nouveauté, qui est la nouvelle série, et qui est encore un spin-off. Enfin, j'ai encore, parce qu'en fait, c'est le 4e, je crois, sur cette série. Je me remets un peu au centre. Pour Goblin Slayer, A Day in the Life. Parce que oui, c'est le 4e spin-off, parce qu'on a l'œuvre principale, Daikatana, Brand New Day, qui est en 2 tomes, Year One, et donc maintenant A Day in the Life, qui est le 4e spin-off. Du coup, qu'est-ce qui se passe Alors d'abord, je tiens à dire que je pense que ça se passe un peu plus tard au niveau de la temporalité, par rapport à la chronologie, enfin dans la temporalité par rapport aux événements de l'œuvre principale. Pas beaucoup plus tard, mais un peu plus tard. Pourquoi? Parce que si je me dis pas de bêtises, dans l'œuvre principale, la prêtresse, elle vient de passer de porcelaine à ivoire en termes de, je sais pas si ivoire est le bon terme, mais en termes de classe, enfin de rang d'aventurier. Et elle est saphir là-dedans. Du coup, un rang ou 2 au-dessus, je ne sais pas. Du coup, elle a pris un peu plus de grade. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se spoiler certaines choses, notamment l'arrivée d'un camarade dans un groupe de personnages secondaires, mais franchement, ça n'a pas trop d'incidence. En gros, là, dans ce tome, vous avez 2 histoires. En fait, le principe de ce spin-off, c'est de suivre les aventures des différents personnages que le Goblin Slayer rencontre au travers de ses aventures et de savoir ce qui leur arrive quand il n'est pas avec eux. Première histoire, on va suivre le couple le jeune guerrier et la jeune prêtresse qui sont dans le... attends, je peux peut-être montrer, ce sera peut-être plus parlant. Ceux qui sont là. Ceux qui sont sur ce visuel-là, là, hop. Jeune guerrier et la jeune prêtresse qui sont dans le camp d'entraînement du Goblin Slayer. Et ils ont du coup une nouvelle camarade, une femme lapin, enfin, une femme aux oreilles de lapin, et on va les suivre dans leur première grosse aventure et tous les, on va dire, les différents aléas qui peuvent leur arriver. Je crois d'ailleurs qu'on a mis hier un extrait en ligne, non, aujourd'hui à 13h, un extrait en ligne concernant ce tome, si ça vous intéresse. Et la deuxième histoire, on va suivre... ce qui est drôle, c'est que pour ceux qui ont lu Brand New Day, c'est ce qui se passe en parallèle avec ceux qui ont été laissés pour contre de leurs groupes respectifs. En gros, il y a une histoire où il y a le Goblin Slayer, le guerrier d'un des groupes et le lancier, qui est souvent avec la magicienne, qui se réunissent tous les 3 pour aller affronter une certaine entité. Et du coup, là, on a l'histoire de les différentes femmes qui se trouvent dans différents groupes. Donc, on a l'elfe, la prêtresse, la chevalière paladin et la magicienne qui font un groupe et qui font une mission ensemble. Et bon, évidemment, il y a des choses qui se passent qui n'étaient pas prévues. Et elles se retrouvent dans une situation plus grave que la mission de base. Et on les suit dans cette aventure-là. Mais c'est assez intéressant et c'est toujours bien de voir d'autres personnages. Désolé, c'est toujours un peu dur de replacer les différents personnages vu qu'il n'y a pas de prénom. Il n'y a que des rôles ou souvent aussi on les distingue par leur race, vu que ça reprend pas mal les codes du jeu de rôle. Du coup, à chaque fois, j'essaie de bien pouvoir différencier les personnages. Mais du coup, voilà, c'est ce qu'on va suivre un peu, ce qui va se passer. Et on peut voir un peu l'évolution aussi de ces personnages secondaires, notamment la prêtresse, qui est secondaire, mais reste quand même assez important dans l'histoire de Goblin Slayer. Il y a une question sur quoi? Sur la chronologie.
Est-ce qu'il y a vraiment une chronologie dans les spin-offs? Oui, il y a une chronologie dans les spin-offs. Il y a l'œuvre principale du coup. Brain New Day, comme disait Stratos, peut se lire un peu comme on veut, même si maintenant on se rend compte que les histoires ont une certaine chronologie, vu que par rapport au rang renseigné sur des aventuriers, Year One se passe 5 ans avant le début de Demon Slayer. C'est un peu comment est-ce qu'il est devenu Enfin, Demon Slayer. Goblin Slayer, comment est-ce qu'il est devenu le Goblin Slayer que l'on connaît dans l'œuvre principale. Et il y a Daikatana, où là, il n'y a pas le Goblin Slayer, mais c'est l'histoire de comment... et on y retrouve le personnage de la prêtresse à l'épée, qui est dans Goblin Slayer, et c'est 10 ans avant, et c'est sur l'histoire du groupe de héros qui ont réussi à terrasser le roi démon. Voilà. Pour le petit topo sur les spin-offs de Goblin Slayer. Maintenant, les visuels. La Vierge, j'ai pas dit la Vierge, c'est pas ce que j'ai dit, Cassie? J'ai pas dit la Vierge à l'épée? Year One est top. J'adore ce spin-off. On voit vraiment, enfin pour la prêtresse à l'épée, la Vierge à l'épée, pardon. Pour ceux qui aiment, parce que là, on voit déjà que le Goblin Slayer, il est assez fort et tout, mais bon, il est plus parfois dans la galère, dans comment est-ce qu'il examine les gobelins. Là, vous allez voir à quel point, vraiment, comment est-ce qu'il développe ces différentes techniques et toute l'évolution en fait qu'il a eu pour arriver là où il en est dans l'œuvre principale. Et tout ça sans jamais voir son visage, c'est assez frustrant. Je me demande quand est-ce qu'on le verra, ce visage du gobelin. Et voilà pour les nouveautés physiques de ce mois d'avril. Il faut que je me dépêche. C'est pas encore fini. Hein. Mais du coup, par contre, la nouveauté numérique, il y a Satan 666, donc, qui est fait par le frère jumeau de Kishimoto, qui est Les Lumières s'éteignent, qui est l'auteur de Naruto. Pour ceux qui ne le savaient pas, donc ça arrive en numérique. Vivement le spin-off sur la fermière. On verra s'il y en aura un. Donc voilà. Maintenant, on passe au Kuro Game. Comme chaque live, on vous fait gagner 5 tomes au choix, enfin 5 mangas au choix. Attention, les éditions perfectes comptent double. Et du coup, comment ça se passe pour les nouveaux qui n'ont jamais participé? Il suffit de suivre la chaîne Kurokawa, du coup, parce qu'il va falloir laisser un commentaire dans le chat. Et pour pouvoir commenter dans le chat, il faut suivre la chaîne. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. C'est comme un follow sur Instagram. Je vais vous poser une question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il suffit de donner votre réponse. Vous avez jusqu'à la fin du live pour donner votre réponse. Et ensuite, notre cher CM sélectionnera le gagnant parmi toutes les réponses données. Et on vous contactera par chuchotement. Donc, qui sont les MP, les messages privés de Twitch. Donc, surveillez bien vos chuchotements après le live, donc probablement ce soir ou demain. Du coup, quel est... Alors, j'ai eu un problème d'impression, du coup. Ok, donc quelle ancienne série Kuro aimeriez-vous voir arriver en numérique? Enfin, quand j'ai ancienne, ça peut être une série qui est toujours en cours ou une série arrêtée. Donc, il y a une série peut-être qui peut être un peu plus difficile à trouver en tome aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver en série numérique chez Kurokawa? Voilà pour la question. Et je regarde un peu les réactions quand même. Paf. Kimi Wapet est disponible en numérique si je dis pas de bêtises. J'ai des bêtises? Non, je crois pas. Et du coup, voilà, vous avez jusqu'à la fin du live pour répondre quelle série, ancienne série actuelle ou comme arrêtée vous souhaiteriez voir arriver en numérique. Aussi, je suis plus team papier, mais parfois, quand il faut lire des mangas et qu'il faut partir en déplacement ou en vacances ou autre, et ben franchement, le numérique, ça aide. Et puis comme ça, on les perd beaucoup moins facilement aussi. Parce que
quand j'ai des lives nouveautés, que je dois lire les lives, quand on a 18 sorties sur une office et que je suis pas là le week-end ou autre, et que je me retrouve à tout prendre, c'est vrai que ça charge un peu plus le sac à dos du. Oui, et puis aussi la place dans la bibliothèque. Parfois, le numérique, c'est aussi pas mal pour ça. Parce que malheureusement, il y a un moment où il n'y a plus de place. Ce qui commence à être mon cas. Et du coup, j'arrête de parler de moi et on passe aux annonces. Alors, des annonces, c'est plus des rappels que des annonces. Je vous rappelle qu'il y a, alors pour chez les libraires qui l'ont toujours, l'opération de la pochette Oshinoko. Donc la pochette Oshinoko pour la sortie du tome 14 d'Oshinoko. Et aussi la lanière, la prime à l'achat pour Dead Count, donc qui est notre nouveauté de mars, la lanière Dead Count. Et en restant sur Dead Count, je vous rappelle qu'il y a toujours, je crois que ça se finit le 20 ou le 21 avril, le jeu concours. Vous pouvez gagner un iPhone 16 et une coque dédicacée par l'auteur de Dead Count. Et donc, il est toujours en cours. C'est un lien où il faut s'inscrire via un formulaire. On donne nom, prénom, adresse email, vous inscrire à la newsletter et ensuite on tire au sort une personne qui aura un magnifique nouvel iPhone 16. Voilà, on est généreux comme ça chez Kurokawa. Du coup, un autre appel, on me demandait des infos là-dessus. Alors déjà, je vais vous laisser admirer. Le 15 mai, on a une opération pour nos 20 ans qui arrive et on ressort le tome 1 de 6 de nos séries cultes avec une superbe couverture anniversaire que vous pouvez observer ici. Je vous laisse admirer les tomes anniversaires qui sont tous très beaux. Très très beaux. Moi, quand je me réincarne ça, il me la OPM aussi avec le crâne qui lui. Du coup, et donc elles seront toutes au même prix que les tomes normaux. Et il y aura des contenus bonus exclusifs. Du coup, pour le Spy OPM, il y a un poster réversible et détachable inédit. Pour Vinland, une affiche d'Angoulême en poster, plus de l'autre côté, le dessin exclusif réalisé en noir et blanc. Pour Slime, premier cahier en couleur. Pour Full Metal, un interview exclusif de Greg en couleur illustré par. De Grégoire Hello, qui est notre directeur de collection. En couleur illustré par des contenus marketing réalisés durant ses 20 ans. Pour Solitaire, reportage photo en couleur inédit de l'expo des 20 ans de la série qui a eu lieu au Japon. Et bien sûr, donc les jaquettes que vous voyez, les jaquettes inédites réversibles, le tout pour le même prix que d'habitude. Voilà, voilà. Ce sont bien, ce sont les éditions perfectes pour Slam et FMA, pour Slam et FMA, pour Sol et FMA, si je dis pas de bêtises. Et oui, et aussi, ce sera un tirage unique. Du coup, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Ce ne sera pas réimprimé. Non. Je reçois des infos en direct, attendez. Ah pardon, et ben non, je me suis gouré pour Solitaire et FMA, c'est pas les éditions perfectes, c'est bien les éditions normales de poche. Voilà, les aléas du direct. Vous savez, on me surveille, je dis une bêtise, j'ai le retour en direct. Mais par contre, ouais, ce sera quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Voilà, j'espère qu'elle vous plaise, on est très fiers. Et je réponds quand même. Donc voilà. C'est ça, quand il n'y en a plus, il y en a encore, mais pas là. Quelle date? Le 15 mai. La sortie sera le 15 mai. Le bonus de One Punch Man, c'est le même que Spy, enfin c'est le même style que Spy. C'est un poster réversible, détachable, inédit. Et ce sera la même chose aussi pour Spy Family.
Voilà, mettez vos rappels, le 15 mai, sortie des tomes anniversaires. Donc voilà. Aussi pour ce mois d'avril, on a peut-être un petit concours qui risque d'arriver bientôt, plus pour peut-être, on verra, peut-être goodies vintage, des choses, parce que comme nos bureaux, on est en plein réaménagement, on vide un peu nos placards, et donc on s'est dit pourquoi pas faire profiter les gens. Donc voilà, on a aussi un petit concours nostalgie, goodies, qu'on a sorti du fond du placard. Vous en saurez plus très prochainement. Voilà, et donc je crois qu'on arrive à la fin. Voilà, donc du coup on va parler du prochain. Alors je ne pense pas, du coup, comme je dis, il y a un réaménagement, réaménagement de déménagement. Du coup, probablement pas de live thématique encore ce mois-ci. On espère reprendre en mai. Mais du coup, le prochain live, ce sera le 15 mai. Le prochain live, j'ai pas la date en tête. Probablement le 15 mai ou 2 jours, ou le mardi d'avant, donc le 13. Mais je peux vous donner les sorties du mois de mai déjà à l'avance. Donc on a Call of the Night, tome 13. Noble Paysan, tome 7. Ça fait longtemps. Remède Impérial, tome 4. Arslan, tome 21. Dead tome 2. Become Human Tokyo Stories, tome 2, qui sera le dernier, parce que c'était une série en 2 tomes. Et évidemment, les éditions 20 ans Kuro, le FMA, moi quand je me réincarne, enfin Full Metal Alchemist, moi quand je me réincarne en slime, One Punch Man, Solitaire, Villain Saga, Spy Family, qui sont les éditions simples que je viens de vous présenter, et une nouveauté qui est un one-shot, qui sont les lueurs d'Outre-Monde, dont on parlera. Et voilà. J'espère que ce live vous aura plu. Le premier manga que l'on a publié, je crois que si je ne me trompe pas, au lancement de Kurokawa, le fer de lance, c'était Full Metal Alchemist. Normalement, c'est ça. Pour moi, c'est. Est-ce que des simultrades sont prévus? Normalement, oui, mais je ne pas plus. Enfin, j'espère. J'ai pas plus d'informations pour l'instant. Je ne peux rien dire. Je m'avance peut-être un peu. Du coup, je vais revenir en arrière. Je n'ai pas plus d'informations. Reposez-moi la question la prochaine fois. Donc voilà. Et alors, on en est où? Du coup, 17 minutes de retard par rapport à l'heure de fin. Ça va? Il est où, Mad? J'ai fait moins que le temps de retard que j'ai eu. Ah, et il y aura le replay pour ça, Mad, pour le coup. Voilà, du coup, on confirme bien. C'est bien Full Metal Alchemist, le premier manga que l'on a édité. C'est bien ce que j'avais en tête. Du coup, merci beaucoup pour ce live. Moi, je vais rentrer chez moi. Et j'espère que vous passez une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. On aura plein de choses à vous annoncer. On espère que vous êtes hypés aussi pour les prochaines nouveautés qui arrivent. Je vous conseille de vous retourner aussi vers Dead Can, qui est sorti le mois dernier, qui est un peu un shonen new gen d'exorcisme, où il y a un petit twist différent de ce qu'on a d'habitude, où on parle beaucoup des téléphones portables, et ils ont intégré les réseaux sociaux à tout le mécanisme de yokai. C'est assez intéressant. On a donc Goblin Slayer, Day in the Life qui sort jeudi. On a Les Lueurs de l'Outre-Monde qui sort le 15 mai. Et on a annoncé Blood Crane Princess of the Rune Country, qui sortira donc le 12 juin, qui est un titre, alors pas pour tout le monde aussi très violent, mais assez original, et je pense qu'il va pas mal plaire. Et surtout, on a notre grosse nouveauté qui arrivera le 26 juin, qui est Centuria. Et stay tuned, on va vous en parler très prochainement, et beaucoup de choses arrivent. Je vous souhaite une très bonne soirée, et merci du coup d'avoir suivi ce live. J'espère vous retrouver nombreux la prochaine fois. Ciao, ciao.